Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous poursuivons nos séries d'entretiens sur la déclaration des politiques générales du gouvernement présentée au Conseil national de transition. C'est un vaste et ambitieux programme de politique qui touche les différents secteurs de la vie publique. Que peut-on retenir de l'assainissement du secteur public en mettant l'accent sur la bonne gouvernance? Pour débattre de l'intérêt que révèle cette thématique, nous recevons deux invités. Il s'agit de Souleymane Abdelkerim Chérif, ancien directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière, ancien conseiller technique à la primature, enseignant à l'École nationale d'administration, et Brahim Dadi, directeur général de la compagnie Royal Airways, ancien directeur général de la DAC et ancien représentant de la SEGNA au Tchad. Bonjour, chers invités. Bonjour. Vous avez suivi de bout en bout, en tant que bon citoyen, en tant que bon compatriote, la déclaration de politique générale du Premier ministre de transition, Dr Masra Succès, au Conseil national de transition. Globalement, de manière succincte, que peut-on retenir de ce programme politique? Oui, monsieur DG Souleymane. Merci beaucoup, monsieur Dobar-Robert, déjà pour l'invitation. Et je pense que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve sur un plateau de télévision pour discuter de ces questions-là. Évidemment, chacun d'entre nous comprend la politique générale du gouvernement à travers ses propres œillères. Et ayant fait l'essentiel de ma carrière professionnelle dans la lutte contre la criminalité économique et financière, ce qui a le plus attiré mon attention, c'est l'institutionnalisation du contrat de performance à l'endroit de chaque département ministériel et à la tête de chaque ministre. Je pense que c'est une très très bonne chose, c'est une innovation. Cet état d'esprit va, je pense, si on le conduit très bien, changer beaucoup de choses dans notre manière de gérer la chose publique. Ça va chercher jusqu'à dans la gestion budgétaire des ressources publiques parce qu'on a l'habitude de travailler sur un budget qui n'exige pas la performance. Donc avec le contrat de performance, tel que ça a été dit, et qui désormais est un engagement que le gouvernement a pris devant ce qu'il conviendrait d'appeler pour la circonstance, la représentation nationale, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc c'est ce point-là qui a le plus attiré mon attention. Oui, mais par rapport à la durée d'exécution de ce programme, le Premier ministre n'a que 8 mois de transition. Alors, comment vous voyez ce programme? Est-ce qu'il n'est pas très vaste pour un gouvernement de transition? Oui, très certainement. Vu sous cet angle-là, oui, effectivement, c'est un programme pour tout le moins quinquennal. Mais comme je l'ai dit, ce que je retiens le plus, c'est l'audace qu'il y a d'avoir intégré le contrat de performance. Et si ça peut aller au-delà de transition, qui est effectivement, comme vous l'avez dit, contingenté, limité dans le temps, ça serait une très bonne chose qu'on intègre cela dans nos manières de gérer la chose publique. Il faut que les gens rendent compte. Il faut qu'on rende compte de la gestion de la chose qui n'est pas à nous. La chose publique ne nous appartient pas. Quand nous en avons la responsabilité, il faut avoir le réflexe de rendre compte. Et parmi les critères d'efficience de la bonne gouvernance figure en très bonne place l'obligation de rendre compte. Donc informer, être transparent dans la gestion que nous avons de la chose publique, mais également rendre compte. C'est le principe de la responsabilité et le principe de la transparence. Et ce sont les deux principes les plus importants dans la gestion des finances publiques. D'accord. Oui, DG Brahim Dadi, s'il y a apporté un jugement, une appréciation par rapport à ce programme de politique générale du Premier ministre présenté aux membres du Conseil national de transition, alors quelle serait donc votre appréciation? Merci beaucoup, M. Dobar-Robert, de m'avoir invité à débattre sur ce sujet d'actualité. D'abord, je voudrais me féliciter du fait qu'on ait déjà une constitution, parce que c'est l'un des éléments fondamentaux d'un état de droit. Oui. C'est suivant l'article 101 effectivement de cette constitution.
Donc c'est un rituel qui fait partie de la bonne gouvernance et de la démocratie. Par rapport maintenant au programme politique du gouvernement de transition, effectivement, à vue d'œil, on voit que le gouvernement est là pour juste 8 mois organiser les élections et mettre l'État dans un processus état de droit. Le retour à l'ordre constitutionnel, surtout. C'est tout ça. Mais le programme est ambitieux. Ça, il faut le dire, c'est ambitieux, mais c'est à l'échelle d'une nation. Pour un pays, on ne dit pas qu'on est en transition. Parce que même si on n'est pas dans une période de transition, qu'est-ce qui dit que le Premier ministre va rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Il peut être débarqué en un mois. Est-ce que pour cela, il ne va pas présenter un programme pour le pays? Donc c'est pourquoi ceux qui disent que ce programme-là, c'est fait pour 5 ans, et il ne devrait pas, j'ai entendu aussi des conseils nationaux lui reprocher cela, mais je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir fait ça. Oui. Ne serait-ce que ce programme pourra servir pour les autres gouvernements à venir. Surtout la question de rendre compte. Ça, en général, ceux qui ont des fonctions publiques ne se l'intègrent pas en se disant, quand je gère des aspects publics, des affaires publiques, je dois aussi rendre compte. Ça, c'est une obligation. Oui, comment rendre compte des affaires publiques? Oui, il doit y avoir normalement soit des institutions comme la Cour des comptes aujourd'hui. Lorsque vous finalisez une année d'exécution budgétaire, vous vous rendez compte, vous envoyez tout et que la Cour des comptes doit vérifier. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, rendre compte aussi, c'est lorsque vous assumez des missions relevant des affaires publiques, vous gérez un département ministériel ou une institution de la République, vous devez rendre compte, par exemple, par des émissions qui se font, je crois que j'ai vu dans le programme politique du Premier ministre, que de tous les ministres, régulièrement, ils vont passer à la télévision face aux citoyens et ils parlent de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils gèrent des affaires publiques. Gérer une affaire publique, c'est une question fondamentalement importante. Donc, la deuxième chose qui m'a frappé dans ces programmes politiques, c'est ce que Suleiman l'a relevé tout à l'heure, c'est le contrat de performance. En général, ça, on n'en voit pas beaucoup ici. Normalement, dans les institutions, comme les agences, comme ANIF, Autorité de l'aviation civile, ARCEP et autres, même si les ministres n'ont pas ces contrats de performance, ces institutions, les dirigeants doivent avoir un contrat de performance vis-à-vis de l'État. Donc voilà, pendant l'année, ou les 5 ans, ou les 3 ans, ce que je dois faire. Et après, maintenant, on va évaluer chaque année, régulièrement, même si ce n'est pas chaque année, est-ce que les dirigeants là est sur la bonne voie? Sinon, on recadre. Mais il y a un bémol. Les ministres vont avoir des contrats de performance. Il faut bien leur laisser le temps alors d'exécuter les programmes. Il y a un aspect qu'il a exécuté avant même de présenter son programme, c'est la mise des enfants sur le chemin de l'école. Ça, c'est extrêmement important. Et j'apprécie à sa juste valeur. Il faut envoyer les déjà, enfants. les enfants sont répartis à l'école, une bonne nouvelle. Mais malheureusement, de l'autre côté, les syndicats pensent encore partir en grève. Oui, nous avons à ce niveau, qu'est-ce que le quelques gouvernement doit faire? Oui. Pour le triennal aussi, il faut en discuter. C'est vrai, mais c'est un gouvernement. Un gouvernement ou bien un État est toujours solvable. Un État a toujours une solution. Donc il faut tout simplement discuter avec les syndicats. C'est une question qui concerne et les syndicats et le gouvernement parce qu'il s'agit de nos enfants. Donc je pense qu'ils vont trouver une solution dans la discussion. Le Premier ministre avait dit qu'il avait engagé les discussions. Je pense qu'ils vont trouver une solution pour que les enfants puissent non seulement aller à l'école, mais rester à l'école. D'accord. Nos enfants doivent aller à l'école et rester à l'école. Très rapidement, en décortiquant la déclaration de politique générale du Premier ministre, ici, dit Dr Masra, une obligation de rendre compte aux citoyens à travers la plateforme et mécanismes de type CIL Hakuma. La vérité du gouvernement, c'est dire chaque ministre aura régulièrement des rendez-vous de responsabilité avec des citoyens pour expliquer l'action gouvernementale. Tout à fait. Alors, DG Chérif, votre appréciation par rapport à la volonté affichée du chef du gouvernement en joignant les ministres à rendre compte de leur gestion? Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure en parlant du contrat de performance, c'est une très bonne chose.
Et j'avais également souligné la nécessité, quand il est question de gérer la chose publique, de rendre compte. Et dans l'obligation de reddition de comptes, il y a aussi l'obligation d'informer. On a coutume de dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle en matière de gestion des finances publiques peut être multiple, divers et varié. Ce contrôle peut se faire de façon institutionnelle, vous savez, à travers les structures que l'on a citées, que ce soit le contrôle d'État, que ce soit l'IGE, etc. À l'exception de l'ANIF, qui n'est pas une institution de contrôle. Mais il y a aussi le contrôle citoyen. Parce que si le gouvernement a besoin du quitus lors du vote de confiance qui sollicite devant les représentants du peuple, c'est que quelque part pour dire que la population est également impliquée dans la gestion de la chose publique. Donc, mettre en place des plateformes qui permettent à ces citoyens-là de savoir ce que le gouvernement fait en leur nom, c'est aussi une très bonne chose. Voilà. Donc, il y a un devoir d'information et un devoir de rendre compte. Je trouve que c'est une... Maintenant, vous l'avez dit à l'instant, c'est une volonté. Le chef du gouvernement a eu le courage de proposer cela. Ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une innovation... à l'échelle mondiale, mais à notre échelle, à nous, oui, parce qu'on ne l'a pas vu avant. Maintenant, c'est une volonté, et cette volonté doit se tenir. Et il faut qu'elle soit soutenue par les autres. Je constate malheureusement qu'il y a toujours des petites guéguerres corporatistes autour de ces choses-là. Nous avons intérêt à ce que ce pays-là s'en sorte, peu importe notre bord, peu importe nos convictions, peu importe nos régions, nos religions, etc. Il faut que ce pays-là s'en sorte. Et si ce pays s'en sort, c'est pour tout le monde. Donc, si quelqu'un propose une idée, il ne faut pas la refuser sous prétexte que cette personne n'est pas de notre bord. Il faut soutenir l'idée, y croire. Que ce soit un discours politique. Il faut que toujours ça soit politique. Vous savez, ce qu'on entend par politique, moi, ma conception de la chose politique, c'est toute idée qui veut réformer la marche de toute une société. À ce titre, un artiste est un homme politique. Parce que vous avez une idée et vous dites à travers cette idée que tout le monde devrait vivre comme ça. À partir du moment où vous faites injonction d'une manière ou d'une autre aux gens de vivre d'une certaine façon, c'est une démarche politique. Donc, oui, il a montré du doigt. Il faut qu'on y croie un temps et qu'on y aille. Il ne faut pas qu'on se limite au fait que c'est un homme politique qui l'a dit. Il l'a dit, c'est une bonne chose. C'est ça qu'il faut analyser. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Le plus important, très sincèrement, au-delà de toutes ces choses-là, il faut qu'on sache, et il faut qu'on s'arrête, qu'on s'interroge, sur ce que nous sommes tous en train de faire dans ce pays-là. Et vers où tout ceci est en train d'aller. Ça, c'est le plus important à mon sens. Tout le reste, ce sont des querelles, à mon sens, puériles et stériles. Il faut véritablement qu'on s'arrête un temps, au-delà de nos petites guéguerres, qu'on sache exactement tout cela nous mène où. Il faut qu'on le sache, ça c'est important. Donc que ce soit le Premier ministre actuel qui l'a proposé, que ce soit un autre qui va proposer, etc. Quand l'idée elle est bonne, elle est bonne. Quand elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. N'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ce que je pense aussi. D'accord. Brahim Dadi, la faisabilité de ce concept, le concept développé par Dr Cissé Soumaïla, Premier ministre de transition, il parle de CEI en Hakouma, la vérité du gouvernement, la faisabilité. Pensez-vous que cette volonté serait-elle traduite en actes? Normalement, je voudrais juste rectifier. Si oui, CEI Hakouma. En arabe local, ça devrait être Sey Hana Hakouma. Je pense que c'est ça qu'il veut. Oui. Et ici, on dirait que c'est la vérité du gouvernement. Non, c'est dans une autre langue. Peut-être oui. Sey le Hakouma. Sey le Hakouma. Sey le Hakouma. Fait pour l'État. C'est-à-dire c'est en Gambaye. Sey le Hakouma. Ah, Sey le Hakouma. Ah, ok. Maintenant, si c'est en arabe dialectal, Sey Hana Hakouma. C'est ça. Oui, ok. Ça, c'est donc ça fait deux langues se comprendre. Je me souviens, à l'époque, le maréchal Paix à son âme avait, à l'issue d'un Conseil des ministres, premier gouvernement composé, il avait demandé à ses ministres cette obligation de communiquer. Je me rappelle très bien.
Donc les ministres ont commencé par faire des communications, à chaque fois nous demander quelles sont les activités qui sont réalisées à un plan d'action. Aujourd'hui, l'actuel Premier ministre de transition fait encore cette demande-là. Comme c'est lui le chef du gouvernement et qu'il demande à ses ministres de rendre compte et de communiquer, je pense que c'est une très bonne chose. On n'aurait pas dû arriver là si chacun des chefs de département ou des cadres, ou tout citoyen d'un pays a une position de travail donnée, s'il sait exactement pourquoi il est là et qu'il doit réellement travailler pour le pays, on ne va pas arriver à demander aux gens de communiquer. C'est parce que tout simplement, il y a une question de responsabilité qui se pose. Quand vous êtes ministre de la République. Vous n'êtes pas ministre d'un parti politique, vous ne faites pas allégeance à quelqu'un parce que vous travaillez pour le pays. C'est parce que vous êtes citoyen de ces pays-là, vous avez certaines connaissances qu'on vous a placé à ces postes-là. Donc, si vous êtes là, de cette manière-là, vous devez faire ce que vous êtes là pour faire. Oui. Faites votre travail correctement. Dans ce cas, on n'aura pas besoin de faire. Mais, dans le cas de rendre compte, il faut communiquer. Oui. Il faut communiquer parce que vous faites des choses, vous posez des actes au nom de la population. Donc c'est à ceux-là que vous allez rendre compte. La faisabilité, ça peut être les émissions, ça peut être aussi le contrôle d'État. Il faut que les ministres ou les responsables à tous les niveaux soient disponibles. Il ne faut pas qu'ils fassent de la rétention de l'information parce que les gens aujourd'hui n'aiment pas qu'on les contrôle. Alors que vous devrez être content d'être contrôlé. Qu'est-ce qui se reproche? Justement, ils doivent se reprocher des choses. Ils doivent se reprocher parce qu'il y a des actes peut-être indélicats qui sont réalisés. Donc, ils ne veulent pas être contrôlés. Il faut être disposé à être contrôlé. C'est ça qui vous permet d'améliorer demain ce que si vous avez fait quelque chose ou pas. Donc, et autre chose aussi, avec pas seulement ici à la télé, les journalistes. La télévision ou bien la radio Tchad doit normalement avoir dans les reportages, aller dans le ministère, faire des investigations, voir qui réalise quoi. Est-ce que vous n'exposez pas les journalistes? Surtout que... Ça ne les expose pas, ils font leur travail. Les journalistes, quand même, ils ont un pouvoir, il faut utiliser ces pouvoirs-là. Voilà. Donc, il y a des institutions qui peuvent faire les contrôles. Et au vu de ces contrôles, on communique. Et il y a aussi des émissions comme à la télé ici, où il faut aussi communiquer. Les journalistes peuvent aller faire aussi des interviews. Là, je n'en vois plus beaucoup maintenant. Avant, dans les journaux tchadiens, quand on lit la presse écrite, on voit des interviews des journalistes, des ministres qui interviennent. Mais là, on n'en voit pas beaucoup. On en voit beaucoup, franchement. Mais vous le dites, il y a rétention d'informations. Quelquefois, vous descendez dans un ministère, on vous dit que le ministre n'est pas disposé à vous recevoir en tant que journaliste. Et ça... Maintenant, qu'est-ce que vous suggérez comme action de telle sorte que ces hommes d'État, ces ministres de la République puissent au moins s'ouvrir aux hommes des médias que nous sommes? Il suffit que le chef du gouvernement puisse instruire ses ministres d'ouvrir leurs portes aux journalistes, de ne pas du tout les fermer. Ça, deuxièmement, il y a des attachés de presse, ce que je sache, dans chaque département. Ceux-là sont là normalement pour faciliter la communication entre les ministres et les journalistes ou les citoyens. Donc, il faut donner une instruction très ferme que les portes des ministres ne soient pas fermées aux journalistes. Dans tous les pays aujourd'hui, c'est comme ça. Un journaliste vient, il ne faut pas les faire rebrousser chemin. Non, mais malheureusement... On constate que quand un journaliste arrive, on le prend comme un agent de renseignement. Un fuinaire. Un fuinaire, oui. C'est ça. Oui. L'autre aspect aussi qui est important dans l'annonce de ces réformes-là, il y a aussi l'obligation de déclaration du patrimoine. Oui, ça a été relevé même dans la Constitution. La Constitution de la Ve République le consacre. Il faut... C'est aussi un élément de bonne gouvernance, puisque c'est un terme qui est à la mode actuellement, gouvernance. C'est très important. Ça permet à un État de lutter contre l'enrichissement illicite. Vous voyez, le problème avec l'administration publique aujourd'hui, c'est que quand vous devenez un fonctionnaire, quand vous décidez de servir l'administration publique, vous êtes au service des autres. C'est comme rentrer dans un ordre religieux, c'est comme travailler pour une ONG à but non lucratif, c'est comme travailler dans une association caritative. Vous allez pour servir, vous allez pour apporter votre contribution. Parfois, cela peut aller jusqu'à une contribution
financière de votre part. Vous pouvez faire du bénévolat. Donc, clairement, vous n'êtes pas là pour vous servir, hein, vous connaissez la formule, mais pour servir. L'engagement pour le service public doit être un sacerdoce, vraiment au sens religieux, comme un sacerdoce. Vous êtes là pour servir les autres. À partir de ce moment-là, il est tout à fait normal qu'avant d'accéder à des positions d'autorité, à des responsabilités, qu'on sache exactement où se situe votre niveau d'enrichissement. C'est comme quand vous louez une maison. Vous faites un état des lieux à l'entrée et un état des lieux à la sortie pour qu'on puisse constater les changements qu'il y a eu en temps. Et il y a une chose qui ne ment pas, c'est l'argent. On n'est jamais riche par hasard. On est riche toujours parce qu'il y a une raison. Parce que l'argent, on n'est pas riche comme ça. Donc, cette obligation de déclaration du patrimoine, ça c'est une chose très importante. Et j'espère que dans le développement à venir de la politique tchadienne, qu'on puisse voir cela traduit en réalité. Et je pense que ça serait une très très bonne chose. Ça va être très difficile parce qu'il y aura beaucoup de réticence. On n'aime pas la transparence dans notre pays. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, je ne vois pas pourquoi vous refuserez de vous soumettre à cet exercice-là. Donc, et ça passe pas seulement pour les chefs, les membres du gouvernement, il faut que ça soit pour tout administrateur public. D'accord. Déclaration obligatoire de son patrimoine. Est-ce que c'est faisable? Difficile. Et c'est même consacré dans la Constitution. C'est même consacré. C'est consacré dans la Constitution. En Constitution. principe, je crois que même le gouvernement, le Premier ministre a déjà violé ces dispositions parce qu'en principe, avant de prendre fonction, le Premier ministre devait d'abord appeler les membres du gouvernement, de son gouvernement, à faire une déclaration de leur patrimoine, malheureusement. Alors, pour rectifier le tir, qu'est-ce que vous suggérez? En réalité, il faut d'abord nommer le ministre, faire le remaniement du gouvernement avant qu'il ne dépose sa déclaration de patrimoine. Ça ne peut pas être fait avant. Donc, sur ça, ils ont encore le temps. Ils ont encore le temps de faire leur déclaration à la Cour des comptes, ou la Cour suprême, ils avaient dit. Ça, c'est un précepte constitutionnel. Mais dans la pratique, il va avoir quelques soucis. Les soucis se situent à quel niveau? Il va avoir quelques soucis parce que, d'abord, les biens s'acquièrent ici au Tchad en général en espèces. L'argent qui provient de corruption, de détournement et autres sont stockés et c'est par espèce que les gens acquièrent les biens. Un terrain, une voiture, tous ces biens immobiliers. Alors dans ces cas, et surtout que les gens achètent ces biens-là avec des prête-noms, comment est-ce qu'on peut savoir que ces biens appartiennent à X? Ça, déjà, il y a un problème. Si on veut que chacun soit responsable des biens qu'il a acquis, il faut instaurer le système qu'on ne peut jamais acheter un bien en espèces. Il faut dire que ça soit fait par virement. Comme ça, c'est à travers ton compte que ça va passer. On sait que c'est vous qui l'avez acheté. C'est sous le contrôle de l'ancien DG de l'ANIF. De l'ancien DG de l'ANIF, effectivement. Donc, si ce n'est pas ça, les gens ont des prête-noms déjà. Ils achètent en espèces, de l'argent de provenance douteuse. Et il ne va pas venir déclarer tout ce qu'il avait acheté dans ces conditions-là. Donc, ça va être un problème. Il faut d'abord régler cette histoire d'acquisition des biens, que ça soit fait dans la transparence, par un virement d'un compte, voilà, avec votre nom, vous achetez. Il faut aussi sensibiliser le notaire. Là où les gens partent pour faire les documents, il faut que ce soit réellement la personne qui acquiert, avec sa carte d'identité, avec son nom, il va acheter. Si on fait ça, on peut savoir quel bien appartient à qui. Et quels sont les biens maintenant qu'il faut déclarer quand vous êtes nommé membre du gouvernement. Et comme il l'a dit, il faut l'étendre ça à tous les autres cadres qui sont à un certain niveau de responsabilité donné. Parce qu'il n'y a pas que les ministres, il y a des institutions aujourd'hui sous tutelle comme des directions générales des agences qui
où il faut rapidement éviter que la personne s'enrichisse à ces postes-là. Donc quand il rentre, il fait sa déclaration. Oui. Quand il sort, il fait aussi sa déclaration. Comme ça, on sait qu'il n'a pas volé pendant qu'il était à son poste. D'accord. Le Premier ministre a également insisté sur l'octroi des marchés qui doit au moins, qui constitue aussi un problème. Désormais, l'exécution et les attributions se feront sur la base d'une évaluation. En fait, l'exécution et les attributions se font de nos jours sur la base des appartenances clientélistes et népotistes. Et au finish, on assiste à des mauvais ouvrages. Comment lutter contre ce phénomène, surtout dans l'octroi des marchés, où l'exécution et les attributions des marchés se font sur la base des appartenances clientélistes et népotistes. Alors, vous savez... Question trop embarrassante? Non, non, absolument pas. Parce que ce qui me... Je voudrais apporter quelques points de précision sur ce que vient de dire Brahim par rapport à la question de la déclaration de patrimoine. Notre pays est très bien outillé. Notre pays a une très, très bonne réglementation. Il suggère qu'on ne puisse pas acquérir des biens en espèces. Il y a une loi qui l'interdit précisément déjà. Oui. Notre pays a tous les instruments juridiques nécessaires pour bien lutter. Cela existe. Pour le problème, gérer l'Agence nationale d'investigation financière, vous avez encore tous les éléments possibles. Absolument. Il y a une loi, la loi 29. J'ai oublié l'article en question, mais il y a une disposition dans la loi 29 qui interdit l'acquisition immobilière en espèces. Ce sont des choses qui existent déjà. Le problème chez nous, au Tchad, c'est la question de la mise en œuvre. Tous les instruments juridiques sont disponibles. Ce pays-là est très bien outillé. De ce côté-là, ne vous faites pas d'illusions. Le problème, c'est la mise en œuvre. Autre chose, c'est que la déclaration de patrimoine se fait au moment de prendre service en tant que commis de l'État, au commis de l'État. Et là encore, la réglementation, la législation en vigueur est déjà en avance. Parce que dans la formule consacrée, c'est les personnes politiquement exposées. PPE, les personnes politiquement exposées. Et il y a un décret qui a fixé la liste de ce qu'on devrait entendre par personnes politiquement exposées. La liste est là. Toutes ces personnes-là, qui ont pour trait commun de gérer les finances publiques, doivent faire cette déclaration de patrimoine. Alors, parce que d'après les explications de Brahim, j'avais perçu qu'à travers cette obligation de déclarer, il pourrait y avoir une espèce d'investigation, d'enquête à grande échelle. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce que vous avez volé avant, vous l'avez volé. Mais au moment d'entrer en fonction, parce qu'il faut qu'on avance, on ne va pas revenir et creuser dans votre patrimoine illicite. Mais ce que vous avez volé, si vous entrez en fonction et que vous restituez, ce serait aussi un plus pour l'État? Ça, c'est une autre question. Et ça, c'est un autre volet qu'il faudrait peut-être traiter autrement. Mais sur la question de la déclaration de patrimoine, c'est important que vous ne vous enrichissiez pas après votre récente nomination. C'est de cela qu'il s'agit. Si vous avez volé avant, ça, c'est autre chose. Il y a d'autres outils, justement, pour traquer les flux financiers illicites qui circulent un peu partout, qui sont thésaurisés un peu partout. Je ne vous apprends rien, vous connaissez les réalités de notre pays. Mais au moment d'accéder à une nouvelle fonction, à partir de la Ve République, vous devez faire une déclaration de patrimoine. Ce qui nous permet de commencer à suivre et à évaluer votre richesse avant d'entrer dans vos nouvelles fonctions et après vos fonctions. Voilà. Donc ça, c'est important. J'avais jugé nécessaire d'apporter cette répondons précision. maintenant à la question sur l'exécution et les attributions des marchés pareil. qui se font sur la base des appartenances politiques. Vous savez, ce que vous êtes en train de dire, c'est bien légitime de poser la question sous cet angle-là, mais moi je pense que c'est toujours prendre les conséquences, les effets pour des causes. Si nous sommes arrivés à cela, il y a une raison. Si aujourd'hui on constate effectivement que les attributions des marchés publics ne se font pas correctement, c'est un processus
qui a conduit à cela. C'est que, à beaucoup de croisements, à beaucoup d'occasions et d'opportunités, nous avons ignoré le respect de la loi. Vous prenez un fonctionnaire, il est clair, noir sur blanc, qu'un fonctionnaire ne peut pas être à la fois un chef d'entreprise. Il y a un conflit d'intérêts. Vous êtes, comme je l'ai dit à l'instant, vous êtes un administrateur public. Vous servez l'État, mais vous êtes en même temps un agent économique. Donc moi, je suis ministre, mais en même temps, je suis le chef d'une entreprise qui va gagner le marché de mon département. Donc pour éviter cette situation-là, la loi est claire. Vous ne pouvez pas être à la fois un administrateur public et un agent économique. Il y a un conflit d'intérêts évident. Combien de ministres dans ce pays-là ont des sociétés? Combien? Presque tous. Presque tous. Et ils vous serviront l'argument que oui, mais de toute façon, je ne suis pas sûr de durer à ce poste-là, il faut bien que je me protège. Oui, conséquences. Donc, respectons juste oui. la loi. Il y a le Code des marchés publics, il y a beaucoup d'ordonnances, il y a beaucoup de décrets qui encadrent l'octroi des marchés publics. J'utilise le terme octroi, c'est un terme inapproprié. On n'octroie pas un marché public. On attribue un marché public et cela passe par le respect d'un certain nombre de règles. Et cela pose un problème beaucoup plus global, c'est-à-dire la tendance que j'observe dans notre pays, et je suis très mal à l'aise avec ça, c'est la politisation à outrance de l'administration publique. Et qui dit politisation, nécessairement pour corollaire, la communautarisation de l'administration publique. Vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes, dont les conséquences que vous venez, c'est-à-dire la mauvaise exécution des ouvrages, oui. Etc. Il faudrait que l'accès à la richesse nationale se fasse sur des bases républicaines. Il faudrait que celui à qui on attribue un marché public, qu'on ne lui attribue pas parce qu'il est le cousin de tel, parce qu'il est le ressortissant de telle région, de telle ethnie, etc. De tel parti politique. C'est-à-dire tout ce qui est valeur anti-républicaine. Il faut laisser la concurrence se faire, que le meilleur gagne. Et si on laisse les règles de la concurrence se faire correctement, c'est le pays qui gagne. Parce que le service et l'ouvrage qui va être réalisé au bénéfice de ce pays-là va être un ouvrage de qualité. Mais si vous attribuez un marché parce que vous avez le pouvoir, par des affinités, vous pouvez être à peu près sûr qu'il ne va pas s'exécuter correctement. Parce que de toutes les façons, il a l'intime conviction qu'il ne sera pas sanctionné. Oui. Le pire, ce n'est pas l'impunité, parce que souvent j'entends parler d'impunité, notre pays est dans l'impunité. Le problème n'est pas dans l'impunité, le problème est dans le sentiment d'impunité. Parce que l'impunité, c'est un résultat. Quelqu'un qui est supposé être puni ne l'est pas. On dit, c'est l'impunité. Mais alors même que vous n'avez pas posé l'acte répréhensible, vous savez d'avance qu'il ne vous arrivera rien, même si vous le posez. Ça, c'est ce sentiment d'impunité. Et souvent, c'est moulé dans les appartenances politiques, dans les appartenances communautaristes, etc. Je ne suis pas contre les communautés, je ne suis pas contre les ethnies. Nous ne sommes pas sortis des arbres, oui. D'accord ? Mais il ne faut pas en faire une valeur nationale. C'est ça le problème. Donc, que l'accès à la richesse nationale se fasse sur des bases républicaines, que l'accès à l'emploi se fasse également sur les mêmes bases. Le mérite, ça c'est important. Il faut qu'on restaure cette valeur-là qui est le mérite. Le pays va être tiré de l'avant. Mais si on met en avant, parce qu'on se dit, oui, il faut être réaliste, c'est la réalité sociale qui gouverne la politique. Oui, d'accord, mais à un moment donné, quand la réalité ne va pas, il faut lui tordre le cou, il faut lui indiquer une nouvelle direction, et la bonne, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Oui, mais on aime bien se cacher derrière notre petit doigt. D'accord, on aime bien se cacher derrière notre petit doigt, le doigt d'index, n'est-ce pas? Absolument. Brahim Dadi, comment lutter contre les affinités dans l'attribution des marchés publics? Comme vous dites, il n'y a plus d'octroi. On parle pas d'octroi. Il n'y a plus d'octroi. Nous parlons plutôt, changeons plutôt de verbe. Voilà, attribution des marchés. Oui. C'est une question extrêmement grave. D'année en année, beaucoup de pratiques néfastes se sont installées. Surtout venant du fait que aujourd'hui, il n'y a pas une démarcation nette entre un fonctionnaire de l'État et un entrepreneur. Oui. Cela vient aussi, je pense qu'il y aura des questions sur le traitement des fonctionnaires. Absolument. Tchadiens. Tous nos problèmes viennent du traitement des fonctionnaires. Maltraités ou bien mal payés?
très mal payés, les fonctionnaires tchadiens. Un fonctionnaire qui a un rang de grade A, directeur général ou secrétaire général d'un ministère, se retrouve à moins de 500 000 francs de salaire. Oui. Ça, c'est le top. Regardez maintenant ceux qui sont plus bas. Un ingénieur Bac plus 5 qui rentre au ministère des Infrastructures, il a 150 000 francs de salaire. Oui, tout à fait. Oui. Et chaque matin, quand il vient, il a en face de lui 1000 possibilités de pouvoir se faire de l'argent. Oui. Notamment dans les marchés publics et autres. Oui. Donc, tant qu'on ne règle pas le traitement salarial des fonctionnaires de l'État, certains tares là, nous allons les traîner encore pendant des années. Oui. Ça vient de là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Je me rappelle bien, hier, j'animais une émission sur la cherté des vies. Dès qu'on augmente le salaire et de l'autre côté, les prix des denrées... L'inflation, oui. Et l'inflation. Donc aujourd'hui, la majorité des fonctionnaires est en même temps entrepreneur. Moi, j'étais à la SECNA et la première fois que je suis revenu de ce côté vers l'autorité de l'aviation civile, c'est là où je me suis frotté à la fonction publique. Je me suis rendu compte que tout le monde a une entreprise. Soit certains gaillardement en leur nom, soit au nom de leurs enfants ou épouses ou amis. Et j'étais à une position donnée. Pratiquement tous les amis, les connaissances viennent me dire oui, écoute, tu sais que j'ai une entreprise, si tu peux m'aider, ça sera bien. Et ça se fait, voilà, tu me rends service, je te rends service. Moi, dans mon institution, je te donne les marchés. Toi, tu vas donner les marchés de ton institution à mon entreprise qui est détenue par un ami. Tout à fait. J'ai remarqué cela, malheureusement. Et j'avais eu un chef de département administration et finances qui, lui seul, avait 7 entreprises. 7. Un jour, je l'ai appelé. J'ai dit, mais il y a des gens qui ont décidé d'être commerçants ou entrepreneurs. Ils ne sont pas à la fonction publique. Ils payent des patentes, des taxes. C'est leur activité. Et il y a des gens comme vous, vous avez décidé d'être fonctionnaire. Mais si vous arrogez le marché qui doit arriver à ceux-là, comment ça va marcher? Donc c'est comme ça qu'on avait retiré de la liste des catalogues des entrepreneurs, des fournisseurs, les noms de ces entreprises-là. Vous n'avez pas eu de soucis? Non, mais il est sous ma responsabilité, il ne peut pas me créer de problème. Donc ça, c'est un exemple pour dire que la majorité des fonctionnaires, comme Suleiman l'a dit, est en même temps entrepreneur. Et tant qu'on ne règle pas le traitement salarial de ces fonctionnaires-là, les problèmes d'attribution des marchés de manière fantaisiste ou clientélisme va toujours être. Pour régler ce genre pour arriver à l'objectif fixé par le Premier ministre, il faut oser d'abord augmenter le traitement salarial des fonctionnaires pour que si le fonctionnaire est bien payé ou bien décemment payé, s'il n'a pas de problème à la maison avec ses enfants malades, qui n'ont pas peut-être mangé, si réellement tout ça, ces minimums-là, il est au-dessus de ces minimums, il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui jamais ils vont mettre la main dans la corruption ou le détournement. Jamais. Il y a des gens qui sont corrects de nature, mais sauf qu'ils sont obligés seulement parce que là, ils ont des problèmes. 1000 problèmes ici à gauche, et en face, ils voient les opportunités de pouvoir régler un peu leurs problèmes. C'est pourquoi ils s'enrichissent ou ils vont entrer dans la corruption. Aujourd'hui, dans tous les ministères, il y a une commission d'ouverture et de jugement des offres. Il y a une commission qui est là, qui doit normalement assurer la transparence. Et il faut aussi l'équité, l'égalité des chances d'accéder aux commandes publiques pour tous les opérateurs. Maintenant, si on règle le traitement salarial, le traitement d'abord de tous les fonctionnaires, il faut maintenant mettre des règles. Les règles existent, comme Suleiman l'a dit, il faut les appliquer. Moi, je vais seulement apporter peut-être une contribution un peu innovante, surtout les dossiers d'appel d'offres. Quand on envoie les dossiers d'appel d'offres, il faut que tous les dossiers soient anonymes. Là, c'est avec le nom de l'entreprise. Les membres de la COJO déjà savent que voilà, c'est telle entreprise, c'est pour un tel, et il faut maintenant favoriser. Si c'est anonyme, on met seulement juste un numéro, comme le bulletin au niveau de l'école nationale d'administration ou ailleurs. On classe, on étudie le dossier, et c'est le numéro qui gagne. Après, on sait que le numéro là appartient maintenant
à telle entreprise. Et celui qui détient le registre des dossiers qui arrivent doit être assermenté, doit être bien payé. En ce moment, on peut à la limite espérer régler un peu les problèmes. Sinon, les marchés vont continuer à être attribués de manière fantaisiste. Une autre chose, pour finir avec ça, il faut bannir ce qu'on appelle le marché gré à gré. Du code des marchés publics, il faut bannir ce genre de dégâts. Il faut seulement avoir deux types d'appels d'offres. Appel d'offres restreint, ça c'est pour une technicité donnée et qu'on n'a pas toutes les entreprises du monde qui font. On va avoir une liste sur laquelle on va faire un appel d'offres restreint et un appel d'offres ouvert international. Mais aujourd'hui, j'avais même eu une note l'année dernière pour dire que dans cette période difficile, là, il n'y a pas de temps, il faut donner le marché gré à gré. Le marché gré à gré, c'est ça qu'il faut qu'aujourd'hui, voilà, c'est celui qui a plus d'argent, celui qui peut soudoyer le plus qui peut gagner le marché. Voilà. D'accord. Au-delà de l'attribution des marchés comme nous l'avons si développé, le Premier ministre a aussi insisté sur les compétences à travers la valorisation des ressources humaines. Alors, comment vous appréciez cette initiative du Premier ministre? Surtout quand il insiste sur la bonne gouvernance qui passe nécessairement aussi par la valorisation des ressources humaines. Je ne peux que l'apprécier. Les fonctions nominatives surtout. Oui, je ne peux que l'apprécier positivement. J'ajouterai à ce que vient de proposer Brahim concernant la gestion des ressources humaines publiques, c'est-à-dire la masse des fonctionnaires, en plus d'augmenter leur traitement, le valoriser, l'arrimer au coût de la vie actuelle, il faut également dégraisser. Il faut dégraisser les ressources humaines publiques. Il y a un problème. L'État ne peut pas absorber la masse des chômeurs. La vocation de l'État n'est pas d'absorber la masse des chômeurs. L'État doit encourager la création, l'entrepreneuriat, la création d'entreprises pour que le secteur privé, lui, absorbe massivement la masse des chômeurs, les diplômés sans emploi, etc., etc. Si l'État, ce qui est le cas aujourd'hui chez nous, absorbe plus de 70% des ressources humaines disponibles, il y a un problème. Donc, il faut dégraisser le personnel. Il y a beaucoup qui ne servent à rien. D'accord ? Et tout à l'heure, dans nos propos liminaires, j'avais parlé de la politisation à outrance de l'administration publique. C'est cela également. Oui. Oui. Quand on veut... Oui, maintenant, pour répondre à ma question sur la bonne gouvernance à travers la valorisation des ressources humaines. Absolument, oui. Alors, oui, j'en arrivais. On ne peut pas, parce que c'est toujours le triptyque de l'efficacité, c'est moyen, mission et résultat. Oui. Vous avez une mission, vous n'avez pas les moyens, il n'y aura pas de résultat. Dans ces moyens-là figurent en très bonne place les ressources humaines. Donc, si le Premier ministre voudrait engager le nouveau gouvernement et tous ceux qui vont suivre sous la bannière de la Ve République, il faut mettre en avant la qualité des ressources humaines. C'est important parce que c'est bien de mettre des objectifs, mais il faut des hommes pour porter ces objectifs-là. Je vous avais dit à l'instant que notre problème chez nous, ce n'est pas le problème de la législation, ce n'est pas le problème des outils. Vous l'avez dit à l'entame de l'émission, que nous avons multiplié les outils, nous avons multiplié les institutions, mais le résultat est toujours le même, sinon il est en train d'empirer. Le problème, c'est les hommes et les femmes pour porter ces projets-là. Donc, il faut absolument revoir la question des ressources humaines. Et puis, évidemment, les nominations restent toujours discrétionnaires. Mais quand on fait des nominations, il ne faut pas, j'invite ceux qui disposent de la puissance publique, quand ils nomment, il ne faut jamais oublier que ce que nous faisons, chaque acte que nous faisons, nous l'inscrivons dans le livre de la destinée de ce pays-là. Ce que je fais, est-ce que c'est nécessaire pour mon pays ? Il n'est pas question de faire plaisir aux uns et aux autres. Je peux très bien aujourd'hui remercier quelqu'un qui est tout à fait compétent. Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire. Oui. Et ce n'est pas forcément un acte qui est mauvais. Parce que vous pouvez servir ailleurs, et mieux. N'est-ce pas ?
Donc, il faudrait tout simplement pas perdre de vue que ce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour le pays, pour la République. Et j'aime bien rappeler que la République, ça vient de res publica, res en latin qui veut dire chose, et publica qui veut dire public. Ce n'est pas l'affaire de notre mère ou de notre père, c'est la chose des autres. Donc il faut pas perdre ça de vue, c'est important. Et puis nos destins singuliers, nos sorts individuels ne sont rien face à ce que devrait être ce pays-là. Donc il ne faut jamais perdre de vue cet impératif de changer ce pays. Parce que si ce pays piétine, comme il est en train de le faire, c'est bon pour personne. Hein? Ce n'est bon pour personne. Vous avez d'autres éléments à ajouter par rapport juste un seul élément, c'est par rapport à la valorisation de la fonction publique ou bien des cadres. Je suis très content si le Premier ministre pourra arriver à utiliser les citoyens chacun à sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut nommer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas développer ce pays sans les personnes qui ont les connaissances et l'expérience. D'abord, l'accès à l'emploi est un aspect de bonne gouvernance. Il faut instaurer un concours d'entrée à la fonction publique. Forcément, fondamentalement, si on veut commencer à faire valoriser les fonctionnaires, il faut d'abord voir les conditions de leur accès à la fonction publique. Donc, si on recrute n'importe qui, ailleurs, quand on va à la fonction publique, c'est la crème qui va à la fonction publique. Tout à fait, oui. On prend même du privé, on les débauche, qui vont à la fonction publique. Aujourd'hui, là, c'est ceux qui n'ont pas trouvé rien à faire ailleurs qui vont à la fonction publique. Donc, faisons en sorte que, d'abord, l'accès à la fonction publique, ça soit fait par un concours. Là, au moins, il y a l'égalité des chances. Il ne faut pas léser les gens. Ils sont tous citoyens et ont les mêmes droits. Il ne faut pas prendre certains et laisser d'autres. Deuxième chose, une fois qu'ils sont déjà à la fonction publique, après avoir exercé et acquis de l'expérience, s'il faut nommer à des postes, il faut les nommer aussi par un appel à candidature. Pourquoi pas? Dans toutes les institutions. Aujourd'hui, je sais qu'à l'ANI, il y a un appel à candidature qui s'est fait. Mais peut-être dans le secteur privé, mais pas dans la fonction publique. Normalement, dans la fonction publique, on peut faire un appel à candidature pour ceux qui sont là dans les institutions. Ouais. C'est tout ce qui, les agences, les directions générales et autres des institutions, on peut faire un appel à candidature et pour les faire. J'avais entendu que les textes prévoient que pour tous les postes de directeurs généraux et secrétaires généraux, ça doit passer au Conseil des ministres. Oui. Bon. En Afrique de l'Ouest, ça c'est fréquent. Tout le monde suit la télé le mercredi soir, jour du Conseil des ministres, ou jeudi pour certains pays. C'est là-bas qu'on donne les délibérations du Conseil des ministres suivant les nominations. Donc les nominations, c'est une consultation d'abord préalable que le ministre fait. Il prend les CV, va au Conseil des ministres, le Conseil des ministres discute et on vient nommer les gens. Ça permet aussi de faire un peu la transparence et l'égalité des chances entre les gens. On peut bien enlever un bon cadre pour qu'il serve ailleurs, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas remplacer ce bon cadre-là par un mauvais, par un médiocre. Donc, malheureusement, c'est ce qui s'est fait ici, malheureusement, c'est ça. On peut enlever un très bon cadre, mais on le remplace par quelqu'un qui va venir carrément détruire la direction qu'il a héritée. Donc, le Premier ministre, il avait bien dit que lui, il va servir par l'exemple. Je pense que s'il veut valoriser les fonctionnaires, il doit d'abord commencer par son cabinet. J'ai entendu qu'il a fait un appel à candidature pour recruter les conseillers et autres. Ça a été décrié. S'il l'a fait, c'est bon. Oui, cette initiative a été décriée. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret. Oui, ça a été décrié. Il a fait quand même un appel à candidature. Oui, oui. Si réellement c'est comme ça qu'il a nommé ses conseillers autres au niveau de son cabinet, c'est bien. Sinon, il va falloir clairement qu'il commence par lui-même. À son niveau, il recrute les gens conformément à leurs compétences et il peut demander de même pour tous ses ministres. Oui, tout à fait. Oui, nous parlons toujours de la bonne gouvernance. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance sans toutefois parler aussi de la justice.
comment lutter contre les inégalités sociales. Si réellement cette lutte contre les inégalités sociales peut aussi participer à la promotion de la bonne gouvernance. Comment lutter contre les inégalités sociales, c'est-à-dire une bonne justice, égalité des chances pour tous. Tout à l'heure, je vous parlais de l'impunité et du sentiment d'impunité. Quand on parle de gouvernance, il faudrait qu'on garde à l'esprit qu'il s'agit en réalité, derrière ce mot, un peu galvaudé, un mot d'actualité, se cachent des bonnes méthodes de faire. Juste des bonnes pratiques. La bonne gouvernance, c'est les bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques pèsent sur le gouvernement. C'est-à-dire toute personne en position d'administrer et de diriger. La bonne gouvernance, ce n'est pas une affaire qui pèse, ce n'est pas une obligation qui pèse sur la tête des citoyens. Quand on exige la bonne manière de faire, donc c'est une exigence qui est d'abord adressée à la personne qui est en position de gouvernance. Donc c'est beaucoup de choses, mais cela passe, comme on l'avait dit, par le respect d'un certain nombre de règles. Et pour moi, qu'il y ait le crime, qu'il y ait le fait que les gens ne respectent pas la loi, qu'il y ait toutes ces choses, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est notre outil de répression. Vous voyez, vous avez certainement constaté, tout comme moi et l'ensemble de nos concitoyens, qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de circuler tranquillement en N'Djamena. Il est quasiment impossible de circuler sans se fâcher, sans se sentir frustré. Qu'est-ce qu'on constate? C'est un désordre. C'est un désordre comme pas possible. Ce désordre-là, ce n'est pas simplement sur les routes, c'est partout. On déplore l'absence de l'autorité. Il faut donc qu'il y ait une instance répressive. Quand vous posez la règle, s'il n'y a pas de sanction derrière la règle, ça devient une prière de bien faire. Ce n'est pas une règle. Une règle, pour qu'elle soit complète, il faut que derrière sa violation entraîne une sanction. D'accord? Donc, si du côté de la répression on est faible ou on laisse faire, on peut multiplier les règles, comme vous l'avez dit, multiplier les institutions, multiplier les lois, comme on le souhaite. Spontanément, les citoyens qui vont respecter la loi parce qu'ils trouvent que c'est moralement acceptable de respecter la loi, il n'y en a pas beaucoup. On respecte le code de la route parce qu'on a peur du gendarme, parce qu'on a peur du policier. Donc il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut faire sentir la présence de l'État. Et que s'il y a des règles, il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, voilà ce qui arrive. Et quand on applique la loi, il ne faudrait pas que les considérations tribales, ethniques, etc. rentrent en ligne de compte. Je ne vais pas le sanctionner, ou bien je vais le sanctionner à moindre mesure parce que c'est mon parent, parce qu'on vient de la même région, parce que, voilà, tout ça, ça fragilise l'autorité de l'État. Oui, le débat est intéressant. On ne peut pas se séparer sans toutefois parler de la corruption, surtout qu'on a abordé le volet de la bonne gouvernance. Une question sur la corruption. Beaucoup d'initiatives de lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance ont été prises par le gouvernement. Nous avons entre autres la création par exemple du ministère du contrôle d'État et de la moralisation de la vie publique, l'opération Cobra, l'inspection générale d'État et au sortir du dialogue national inclusif et souverain, nous assistions aussi à une nouvelle structure qui est ici l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Que fera cette institution plus mieux que certaines institutions de lutte contre la corruption qui ont existé? Sans présager sur l'avenir de cette institution naissante, je peux dire sans embâche qu'elle ne pourra pas faire plus que les autres. Déjà, c'est un instrument de bonne gouvernance. Il faut l'avoir dans un pays, un instrument de contrôle ou de lutte contre la corruption. Ça, c'est le standard. Mais pourquoi les autres institutions ont disparu à l'époque? Parmi les griefs que les gens ont soulevés au niveau du DENIS, c'était que les agents qui travaillent dans ces institutions de contrôle utilisent leur position d'influence pour pouvoir prendre leur part dans l'objet de corruption.
et de détournement. Surtout, on se rend compte que les frais d'émission, même pour... Ils ne s'occupent même pas des frais de mission. En fait, des agents, ce qui avait été décrié à l'époque, c'est que les agents de l'IGE ou ministère du contrôle de l'État vont contrôler des responsables qui ont géré des institutions. Et comme ces responsables-là ont posé des actes indélicats, une négociation se passe entre eux au détriment du pays, de l'intérêt du pays. Et si bien qu'à la fin, il n'y a pas de bons résultats. La corruption ne s'arrêtait pas, le détournement continuait. Les gens, ils disent même en Djamena ici, quand on te nomme à un poste, tu voles et tu le scindes en 3 parties. Une partie, quand on va t'attraper, tu soudoies les agents de contrôle. Oui. Une partie, tu gardes pour toi. Une partie, tu le gardes pour avoir un autre emploi. Il faut aller corrompre avec des gens pour obtenir un autre poste. C'est comme ça qu'ils disent, et aussi banalement, et c'est trop triste. Donc aujourd'hui, ces institutions-là, tant qu'on ne règle pas le traitement, je reviens toujours sur ça, des fonctionnaires, il y aura toujours des vols, et ces institutions aussi vont continuer à les contrôler, mais ils ont utilisé les mêmes pratiques pour qu'eux-mêmes qui sont déjà à la base fonctionnaires puissent voilà, prendre aussi leur part dans cet objet de corruption-là. Et ça, c'est dramatique. Donc c'est une institution qu'on a créée, mais il faut faire en sorte que il faut empêcher ce qui pousse les fonctionnaires à poser des actes indélicats. C'est ça qu'il faut plutôt empêcher que de mettre en place, au bout de la chaîne, un instrument de répréhension. Voilà. Oui, votre appréciation par rapport à la création de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption au sortir du dialogue national inclusif et souverain, très rapidement, parce que nos techniciens nous font signe que... Oui, d'accord. Non, je vais aller sur la même lancée que Brahim. Il y a dans le traitement salarial et indemnitaire, il y a un niveau de traitement qui vous met à l'abri du besoin et un autre qui vous met à l'abri de la tentation. Quand on est à un certain niveau de responsabilité, il faut plutôt chercher à mettre les gens à l'abri de la tentation. Pour ce qui est du pronostic, le sien et le mien, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se passe des miracles. Mais commençons déjà par mettre les bonnes personnes à la tête et au cœur de cette institution-là. Il faut être optimiste, il faut se donner une chance, il faut recommencer jusqu'à ce que ça marche. Donc, il ne faut pas présager sur le lit de l'IGE pour dire que la nouvelle autorité va échouer. Non, il faut se donner la chance de croire toujours et de continuer à le faire. Et pour ça, franchement, il faut nommer les bonnes personnes. Oui. Si on ne le fait pas, c'est l'éternel recommencement et cela ne servira à rien. Comme vous avez la parole, je vous accorde moins votre dernier mot par rapport à la thématique évoquée sur le programme de politique générale du Premier ministre de transition, dont nous avons parlé ici de la bonne gouvernance, c'est-à-dire votre mot de fin. Mon mot de fin ne sera pas différent de celui que je viens de dire. Mettons les bonnes personnes là où il faut. L'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et donnons-leur le temps de montrer leurs insuffisances. C'est surtout ça qui est important. D'accord. Vous aussi? Merci. En fait, je vais terminer, mais en reprenant ce que Suleiman a dit tout à l'heure par rapport à l'injustice ou l'injustice sociale. Parce que le sentiment le plus partagé aujourd'hui dans notre société, c'est la frustration. Les gens sont frustrés. Les gens sont frustrés parce qu'ils n'ont pas les mêmes chances d'accès à l'emploi, d'accès aux commandes publiques et d'accès aux postes de responsabilité. Ça ne marche pas. Et si aujourd'hui, le Premier ministre de transition, avec le chef de l'État, arrive à traiter les Tchadiens de la même manière pour leur nomination au poste, seule la compétence sera mise en exergue, on aura réussi à faire même l'unité des Tchadiens. C'est vrai. Parce que le gars qui est frustré, il trouve que vous avez pris son poste. Il est mieux qualifié que vous. Donc, comment est-ce qu'on peut refaire notre unité? Il ne va pas se dire, non, c'est un Tchadien comme moi, et puis, non. Il va se dire, il a été favorisé. Il faut éviter ça. Il faut éviter les favoritismes. Il faut mettre les gens selon leurs compétences, selon leur capacité. Ce n'est pas une question de destin où les gens, non, c'est Dieu qui lui a donné. Non.
Donc, si on règle cette histoire de justice, on pourra régler notre unité et notre pays pourra mieux avancer. Nous tenons vivement à vous remercier d'avoir passé pour un décryptage sur le programme politique du gouvernement de transition. Nous espérons toujours vous revoir avec le même plaisir sur ce plateau de l'ONAMA pour d'autres thématiques. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, tout est bien qui finit bien. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous venons de recevoir sur ce plateau, dans le cadre du décryptage du programme politique du gouvernement de transition, deux invités. Il s'agit de Souleymane Abdelkerim Chérif, ancien directeur général de l'ANIF, conseiller technique à la primature, enseignant à l'École nationale d'administration, et Brahim Dadi, directeur général de la compagnie, ancien DG de l'ADAC et ancien représentant de la SECNA au Tchad. Au revoir, merci.